suite, rejoignons Stéphane Paoli pour la suite de 3D en direct du studio 109. Merci Caroline Osterman. Nous allons parler de photographie avec une question que j'emprunte à Raymond Depardon. Vous savez, il avait fait un film magnifique sur l'Afrique qui avait pour titre « Et comment ça va avec la douleur ?» Mais là, j'ai envie de dire « Et comment ça va avec la photographie ?» 3D. Le journal de Stéphane Paoli. Alors, parler de photographie, d'abord avec un photographe. Bonjour Mario Fourmi. Bonjour Stéphane. Merci pour votre présence dans 3D. Vous êtes photojournaliste et vous êtes président de l'association PAJ, P-A-J. Photographe, auteur, journaliste. Et vous avez, si ma mémoire est bonne, c'était en 2009, lancé une campagne en direction des parlementaires. Tout à fait. Pour dénoncer d'ailleurs le rôle et le sort des photographes de presse, et notamment aussi beaucoup des photographes de guerre. On va y revenir dans un instant. C'est vrai qu'ils ont un statut invraisemblable. On se demande d'ailleurs comment la puissance publique ne s'y intéresse pas plus. Et puis Hervé Chandès. Bonjour Hervé Chandès. Bonjour. Directeur général de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, et vous êtes le commissaire d'une exposition magnifique au Grand Palais, qui est l'exposition des photos de Raymond Depardon, un moment si doux. Et puis également, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, que vous dirigez, une exposition extraordinaire, qui a pour titre America Latina. C'est quoi? Plus de 50 ans de témoignages d'artistes et beaucoup de photographies sur l'histoire du continent latino-américain. Hein. Oui, c'est la photographie en Amérique latine de 1960 à 2013, pratiquée, vue, utilisée, manipulée par 72 artistes. Mais je trouve qu'il y a dans ces photographies une incroyable force politique. Est-ce que vous l'avez ressenti comme telle aussi? Ah oui, elle est présente puisque c'est l'exposition en même temps, c'est le récit, c'est la chronique de 50 ans d'histoire, de géographie, d'idées, de pensées en Amérique latine. Et au moment où ce continent a malheureusement connu des heures terribles avec énormément de dictatures et où la photo d'un seul coup était aussi un moyen de témoignage et quelquefois même de résistance. Oui, la photo est l'outil utilisé par tous ces artistes pour rester vivants et pour chroniquer leur époque. C'est dire l'importance de la photographie dans nos sociétés. Je crois qu'on ne le dit pas suffisamment, mais c'est indispensable la photographie. Et avant d'écouter Mario Fourmi sur ce thème-là qui est central, peut-être Jean Pierrot, ta pièce montée, tu l'as organisée comment autour de la question de la photo? Je donnerai un titre. Le numérisque. Voilà. Déjà, Mais d'autre part, j'ai rencontré quelqu'un d'assez exceptionnel, puisque c'est un photographe, qui a redressé la tour de Pise. Le photographe professionnel, est-ce une race en voie de disparition? Je pense maintenant, avec le numérique, tout le monde fait ses photos. Avec le phénomène des photos qui sont envoyées sur le net, ou les photos ne valent rien, c'est vrai qu'effectivement, vivre de son appareil photo doit être extrêmement difficile actuellement. Je ne crois pas. Les grands photographes perdureront. Faut-il faire sauter les banques? Faire sauter les banques? Les banques d'images? Image Bank et autres. J'ai l'impression qu'effectivement, ils sont une sorte d'écran entre le photographe libre et des tonnes d'images stockées, comme on stocke des pièces d'or pour le futur. Ce système est dangereux pour la création. Je ne sais pas. C'est encore, on va dire, une source de revenus pour les pauvres photographes qui s'en prennent un grand coup dans la tronche depuis le numérique. Et puis, en même temps, on va utiliser déjà des images toutes faites au lieu de faire une vraie prise de vue. Donc voilà. Photo numérique, logiciel de retouche, ont-ils perverti l'art photographique? Je pense pas. C'est des moyens qui nous sont donnés pour pouvoir créer des images encore de meilleure qualité. Ça va dans le sens d'une perfection de l'image, donc non, c'est pas plus mal. Perverti, non, mais changé, oui. Forcément, puisque maintenant on voit plus les femmes comme elles sont, mais comme on voudrait les voir. À force de disséquer un vivant, on en fait un mort. Un objet parfait est ennuyeux à mourir. Vive une femme ridée, mais avec de belles rides, dues à la vie. Que penseriez-vous d'un label mondial photo non retouchée? Peut-être que oui, mais là j'ai un point d'interrogation. Moi je veux bien, je serais d'accord là-dessus, mais faut pas rêver, quoi. Si, rêver. Oui, on peut rêver. C'est des vœux pieux tout ça. Hein. S'il n'y a pas de pieux, comment rêver? Avec l'espoir, je sais pas. Ah, ça serait une excellente idée, ça. La photo, objet spéculatif, est-ce que c'est une bonne chose? Pas plus que la peinture ou que la sculpture. Enfin, je veux dire, tout domaine artistique peut être aussi un domaine spéculatif. Le côté spéculatif peut être aussi conservatif. Ce qui est matérialisé, qui va s'user avec le temps, forcément, va prendre une valeur. Spéculer, c'est se dire, voilà un truc que je trouve bien, et de s'apercevoir 30 ans plus tard qu'on avait bien raison, quelqu'un qui distingue bien mérite, disons, la plus-value morale, au moins, de sa découverte.
pour faire obstacle au mitraillage numérique, devrait-on revêtir les monuments de gilets par clic ? Ça m'amuse beaucoup. On pourrait, mais en même temps, les gens, ça les amuse, c'est du plaisir. J'aime pas beaucoup le monde. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de limiter. Ça veut dire que là, avec le gilet, les gens auront droit à 5 clichés. Non. Sur 3 photos, on peut les manquer, on peut s'amuser, essayer de faire une vision bizarre. Moi, j'ai pris la tour de Pise. J'ai simplement penché mon appareil, elle est droite maintenant. Ah, la tour de Pise droite, c'est moi. Alors, retour au réel avec vous, Mario Fourmy, parce que d'un côté, quand même, on a parlé de la spéculation à l'instant. On peut citer des noms comme ça, Andreas Gursky, Cindy Sherman, Richard Prince, des photos qui peuvent se vendre plusieurs millions d'euros. Le marché total, d'ailleurs, pour l'année 2012, pour la photographie, c'est presque 116 millions d'euros. Puis de l'autre côté, 1 sur 2 des photographes de presse, et notamment ceux qui couvrent les conflits, qui touchent le SMIC au mieux et plutôt un peu moins. 1 sur 2 qui n'a même pas les moyens de s'assurer. Oui, c'est ça la réalité. La réalité, elle est effectivement économique. Alors on a un paradoxe, parce que dans le fond, les photographies qui sont accrochées dans les musées et dans les galeries fonctionnent plutôt bien, et il n'y a qu'à voir la population, la foule qui se précipite pour aller voir les grandes expositions, en tout cas en ce moment à Paris. Et puis de l'autre, on a effectivement un photojournalisme qui se porte très très mal, et dont on peut considérer d'ailleurs que l'État est le premier fossoyeur de la photographie. L'État est le premier fossoyeur parce que dans le fond, déjà pour ses propres besoins, il ne respecte pas le code de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les œuvres photographiques utilisées dans ces services ne sont pas signées. Elles sont souvent issues de banques d'images localisées du côté des États-Unis, entre autres du côté de New York ou de San Francisco. C'est-à-dire que l'État, qui devrait déjà être le premier à donner l'exemple de la manière dont on doit respecter les auteurs, ne le fait pas. Alors j'allais presque dire, en poussant le bouchon plus loin, qu'on peut presque parler de génocide des photographes de la part de l'État, puisque dans le fond, aujourd'hui, les photographes sont obligés de quitter leur terre naturelle pour aller vers l'art, vers la vidéo. Et le propos qu'on a entendu en début d'émission prouve à quel point, aujourd'hui, on donne le sentiment aux photographes que l'affaire est entendue. Elle n'est pas du tout entendue. Simplement, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, les autorités prennent le taureau par les cornes et fassent en sorte que les photographes soient défendus. Mais d'où vient l'écart considérable ? Parce que la Direction générale des médias et de l'industrie culturelle, la DGMIC, donne énormément d'argent à la presse. Et rien pour les photographes ? Alors, je pense que, comme disait Cartier-Bresson déjà dans les années 50, les rédacteurs méprisent les photographes. Bon, je veux dire que ce n'est pas un phénomène nouveau. Simplement, dans une économie numérique, on est face à des acteurs qui sont déjà un peu déboussolés eux-mêmes par quel sera le futur de la presse. Alors c'est vrai qu'on leur évoque les tablettes. C'est une forme de diffusion de la presse aujourd'hui. Simplement, effectivement, ces aides ne touchent en rien les photographes. C'est-à-dire que nous remplissons 80% du papier dans les journaux, et les aides à la presse ne nous arrivent pas. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de baisse au niveau des commandes. Les tarifs proposés sont des tarifs imposés par les éditeurs et non pas proposés par les photographes. C'est-à-dire qu'on est dans un système un peu fou. C'est comme si demain vous alliez chez votre boucher et vous lui dites, voilà, je prends cette entrecôte à 2 €. Voilà. C'est-à-dire que c'est vous, clients, qui décidez du prix qui vous intéresse au niveau de l'acquisition des produits. Alors quand vous dites 2 € un jour, vous dites 1 € le lendemain, et puis le surlendemain, c'est gratuit. Voilà, vous faites des choses pour moi, mais gratuitement parce qu'on n'a pas de budget. Mais quand vous avez, en 2009, tout de même lancé un cri d'alerte en direction des parlementaires, là, personne ne vous écoute, personne ne vous entend. Non, parce que je pense que le législateur est aujourd'hui mal en point. Alors, j'allais dire, ça rejoint un petit peu ce que vient de dire vos invités précédents sur les Fab Labs, c'est-à-dire qu'à propos d'Airbus, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des jeunes qui arrivent avec des idées très particulières et qui sont confrontés à des gens qui ont un petit peu plus de bouteilles et qui, à la limite, j'allais dire, craignent déjà un petit peu pour eux, craignent d'être un peu bousculés dans ce qu'ils pensent savoir, connaître. Je dirais que le parlementaire, il est un peu pareil, c'est-à-dire que actuellement, il est relativement déboussolé par cette révolution numérique. En fait, il a du mal à se dire que ce qu'il vient d'apprendre ce jour, il sera encore capable de l'expliquer le lendemain, parce que peut-être que le lendemain, il sera déjà lui-même dépassé. Oui. Donc, le législateur a du mal à situer comment la presse peut demain trouver sa place, une place d'information, encore une fois.
alors qu'on est de plus en plus dans une presse aujourd'hui qui fait de la communication, c'est-à-dire que surtout il ne faut pas déranger le lecteur, il ne faut pas déranger les produits dérivés, il ne faut pas déranger, je dirais, les institutions. Donc on fait une presse molle, et une presse molle n'a pas besoin de photojournalistes, c'est-à-dire qu'elle peut se contenter effectivement d'illustrations trouvées dans des fonds photographiques à bas coût. Mais enfin, la démonstration est faite, et on va en parler dans un instant avec Hervé Chandès, que la photographie a une puissance narrative extraordinaire, je dirais même presque incomparable, et que pour, par exemple, relater l'histoire d'un continent entier, le continent latino-américain, le travail fait par les photographes au Mexique, en Colombie, au Paraguay, partout ailleurs, permet de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas faire l'impasse aujourd'hui sur la photographie, ça n'a pas de sens. On ne peut pas faire l'impasse, simplement la photographie considérée aujourd'hui uniquement comme un coût. C'est-à-dire que c'est une variable avec un curseur, et quand un patron de presse décide qu'il faut qu'il fasse des économies dans sa structure, dans son journal, le premier paramètre sur lequel il joue, c'est la photo, entre autres. Mais c'est vrai que c'est surtout la photo. C'est-à-dire que la photo, c'est passer moins de commandes, c'est imposer ses tarifs, quand on peut considérer qu'il reste encore des tarifs, et puis se fournir dans des Ces fameuses banques d'images, quand je dis fameuses, oui, tout à fait. Parce qu'elles n'ont rien de fameux, justement. On peut tout à fait en citer une, par exemple, qui est Fotolia. Alors Fotolia, sur le principe, c'était pas idiot, parce qu'effectivement, ça répondait à un marché sur lequel les agences classiques n'étaient pas encore habituées. C'est vrai que pour un problème de lisibilité des échanges sur le net, des besoins sur le net, des besoins des industries et de l'État sur le net. Donc c'est vrai que les agences classiques ont un peu laissé traîner la chose en se disant c'est un marché marginal. Et dans le fond, aujourd'hui, la chose s'est complètement retournée. Simplement, c'est vrai qu'on a donné de très mauvaises habitudes à beaucoup de gens, et entre autres à l'État. Et maintenant, pour remettre la machine dans le bon sens, ça va être un peu compliqué. Un Fab Lab pour la photo, c'est peut-être pas une idée absurde. Peut-être que justement, une fédération, un rassemblement des idées, des intelligences et des propositions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on relance l'idée d'un CNP, d'un Centre national de la photographie. Et puis, on s'appuie, je dirais, sur, en tout cas, des gens qui ont la volonté de se battre. Et je pense tout bonnement, d'ailleurs, à un ancien ministre de la Culture, Jacques Toubon, qui a fait un travail très impressionnant au niveau de la musique, alors qu'on peut considérer que la musique était relativement similaire à la photographie. Or, il a réussi à faire en sorte que tout le monde se réunisse autour de la table, et puis que chacun signe un carnet de bonne conduite. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant de l'interroger, mais je crois que ce travail a été très bien fait, et c'est un petit peu ce que nous, on demande aujourd'hui pour la photographie, c'est qu'effectivement, il y ait une vraie volonté de remettre la photographie à sa place. Je pensais à vous tout à l'heure dans la première partie de l'émission sur les Fab Labs, Hervé Chandès, parce que au fond, le travail que vous faites à la Fondation Cartier relève du même état d'esprit que celui des Fab Labs. L'exposition sur les mathématiques, vous avez associé un cinéaste, David Lynch, un grand mathématicien qu'on avait d'ailleurs reçu ici, Gromov, un astrophysicien, Michel Cassé, j'en passe et d'autres. Cette espèce de transdisciplinarité qui permet aujourd'hui de dire différemment les choses, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mais la manière de les associer, elle est toujours assez douce. C'est-à-dire, on part toujours d'une question. Par exemple, je pense à la question terre natale. Qu'en est-il de terre natale aujourd'hui, de la notion de terre natale, ou les mathématiques encore davantage, parce que les mathématiques, c'est un langage abstrait, et la Fondation Cartier, c'est le monde des images. Et lorsqu'on réunit autour de la table des mathématiciens comme Misha Gromov, Cédric Villani et des cinéastes tels que Raymond Depardon, David Lynch et d'autres encore, on vient avec une question, et la question, c'est eux c'est eux qui interrogent la question ensemble. Et c'est une sorte de méthode, de pratique en effet qui devient assez familière à la Fondation. Mais moi, ce qui me frappe, et c'est aussi un peu la raison de votre présence, outre le fait que vous êtes le commissaire de l'expo de Pardon au Grand Palais, un moment si doux, et de cette exposition America Latina à la Fondation Cartier, c'est la place de l'image et notamment de la photographie dans notre société aujourd'hui. Moi, je suis assez consterné d'entendre ce que nous dit Mario Formic pour le sort réservé à de trop nombreux photographes est un sort indécent aujourd'hui. C'est vrai. Alors, ce que je pourrais peut-être réagir par rapport à ce que vous venez de dire, Mario Formic, c'est peut-être que dans le monde, justement, le monde des galeries ou le monde des musées, pris de façon très, très générale, cette notion d'auteur, elle est prise en compte.
La notion de quel est l'auteur de l'image, elle est prise en compte parfois, elle est quitte à être surjouée. En tout cas, s'il y a un monde où l'auteur apparaît, c'est bien dans les expositions, dans les musées, etc., à l'inverse de ce que vous venez de dire, qui concerne davantage la presse. Mais sur l'importance de la photographie comme outil de témoignage, et qui peut d'ailleurs rejoindre... Les photos que vous montrez dans America Latina, ce ne sont pas des jolies photographies. Elles ne sont pas là pour décorer, elles sont là pour dire. Non, oui, en effet, disons que c'est parfois ce qu'il faudrait dire déjà, c'est que parfois ce sont des images qui ont été faites par leur auteur, et parfois ce sont des images qui sont pas faites par celui qui signe l'œuvre, mais celui qui va l'interpréter ou qui va l'utiliser ou qui va la faire redécouvrir, par exemple, ou la sortir de l'oubli. Parce que dans l'exposition à la Fondation Cartier, le rapport à la photographie est beaucoup un rapport à la vérité du temps, la vérité de l'époque, à la vérité de son histoire, à la vérité de sa ville, à la vérité de sa rue, à la vérité de sa communauté aussi. Rapport à la vérité, rapport à la réalité, rapport à la crédibilité, rapport à l'identité. Donc l'image, elle vagabonde dans toutes ces notions. Mais c'est vrai, Mario Fourmi, que d'un seul coup, on a envie de savoir qui dit ou qui signe. Et c'est vrai que dans les photographes de presse aujourd'hui, le nom disparaît. Et donc j'imagine les droits Tout à sont fait. mal défendus. On pourrait voir la chose sous deux angles. Le premier serait de dire que le fait de ne pas signer une photo, si on commence par le mauvais côté, c'est une façon de ne pas rémunérer l'auteur. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'auteur ne sait pas que sa photo est publiée. À partir de là, eh bien, elle n'est pas rémunérée, puisqu'on ne peut pas retrouver l'auteur ne peut pas se retrouver s'il n'a pas effectivement sa signature, bien que maintenant avec le numérique, on peut, en tout cas sur le net, retrouver sa photo, mais pour ce qui est de la partie papier, c'est plus compliqué. Donc il y a un certain nombre d'éditeurs de presse qui jouent un peu sur ce terrain-là en se disant si l'auteur se manifeste, éventuellement on le rémunérera. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que c'est arrivé pour moi il y a 2 ans. Une photo de Marie-Laure de Villepin publiée dans le magazine La Parisienne, alors qu'on avait clairement défini où la photographie peut être trouvée, a été utilisée avec la mention DR, c'est-à-dire droit réservé, ce qui veut dire qu'on ne sait pas où est l'auteur. Donc nous avons attaqué le journal et nous avons gagné. Alors je veux dire que c'est pas une méthode parce que c'est pas la bonne relation avec la presse. Bien sûr, évidemment. Mais on voit bien qu'effectivement pour eux c'est une opportunité de faire entre guillemets des gains de production. C'est-à-dire c'est ne pas signer les photos pour qu'elles ne soient pas rémunérées et pour qu'éventuellement l'auteur les retrouve. Mais alors ces gains de production ou ces opportunités peuvent conduire quelquefois à des situations qui relèvent de l'absurde. Votre surprise arrivant dans je ne sais plus quel l'aéroport de aéroport, oui. Racontez-nous ça parce que ça c'est. Alors je dirais que cet exemple est intéressant non pas parce que je l'ai vécu, je dirais que c'est bien que je l'ai vécu en tant que président de page, c'était quand même une histoire assez drôle, mais dans le fond je pense que c'est aussi une façon pour tous que nous sommes d'être vigilants sur ce que nous regardons et d'interpréter ce que nous voyons pour en sortir, pour se dire est-ce vrai ou en tout cas est-ce crédible. Alors pour revenir sur cette histoire, je suis dans l'aéroport de Beauvais et puis j'attends mes bagages et il y a une énorme affiche qui parle du champagne en région Picarde. Alors déjà je m'étonnais un petit peu de cette notion de champagne en région Picarde, mais pourquoi pas, je suis pas un spécialiste. Et puis donc il y avait un très très joli paysage et donc je regarde une photo, une très grande photo. Et puis on y parle de cette région Picarde qui fait du champagne à 2 heures de l'aéroport. Enfin voilà tout ce qu'il fallait pour effectivement avoir envie de s'y rendre. Simplement je m'étonnais du vallonnement. Je dis tiens c'est curieux parce que je connais un peu la Picardie et je me dis ce vallonnement ne me paraît pas tout à fait habituel pour moi. Bon c'est pas très grave. Je regarde le nom du photographe américain. Donc je me flatte que la région et demander à un Américain de regarder avec un œil nouveau ces paysages, ces vignes. Et puis je vois suivi d'une agence américaine de diffusion de ce photographe. Alors là je m'étonne un peu plus et donc j'arrive chez moi et je cherche sur Internet et je trouve effectivement cette photo qui a été prise en Californie. Et donc il n'avait absolument rien à voir avec la Picardie. Et la réponse qui a été donnée par le CRT au moment de l'affaire, c'est le comité régional du tourisme de Picardie, c'est dire on n'a pas eu le temps de faire cette photo. Alors, je veux dire qu'à un moment donné, il faut quand même s'interroger sur la façon dont les gens procèdent. Donc, on a cet exemple-là qui est tout à fait intéressant. On a eu aussi un autre exemple qui vient du ministère des Affaires étrangères,
qui s'appelle Atout France. Alors Atout France a fait une campagne pour vanter les côtes françaises dans le métro londonien. Et pas de chance, il y a un photographe anglais qui a vécu en Afrique du Sud et qui voit une photographie présentée évoquant la Bretagne. Il a dit non, pas du tout, ça c'est je peux vous, voilà. Et donc on l'a retrouvé sur ces banques d'images, la même photo, faite en Afrique du Sud. Simplement, voilà, c'est une photo qui a été recherchée par certainement une boîte de communication qu'a payé le ministère pour faire sa campagne, et personne ne s'est soucié de la véracité des documents signés pour le bon, et en tout cas affichés dans le métro londonien. Ce qui fait qu'on a été une fois de plus d'ailleurs ridicule. Je trouve que c'est accablant parce que ça montre à quel point les déambulations dans les banques d'images peuvent conduire à des contre-vérités absolues. Il y a l'affaire du festival de Montreux avec la tête du petit Grégory. Oui. Oui, mais ça c'est dramatique aussi, et scandaleux. Alors heureusement, il y a aussi cette part magnifique et noble et vraiment artistique de la dimension de la photographie. Celle-là, évidemment, Hervé Chandès, vous la défendez mordicus et depuis longtemps. Et par exemple, l'expo de Pardon, un moment si doux au Grand Palais, mais c'est là que j'ai rencontré Mario Fourmy d'ailleurs. C'est fou, il y a un monde fou, c'est-à-dire que les gens vont voir la photographie, vont regarder la photographie. Oui, ils vont regarder la photographie de Raymond Depardon. Il y a vraiment, il y a un désir d'image, c'est sûr. Il y a un plaisir d'image. D'ailleurs, je pense que le public y retrouve aussi tout ce que Raymond Depardon convoque dans ses images ou pose dans ses images. Et chez lui, il y a toujours la notion de plaisir, de désir. Il y a toujours une célébration de l'image et c'est vrai que la photographie chez lui, il y a une quête de la vérité, il y a une quête de soi-même qui passe par l'image chez Raymond Depardon. Et je pense que c'est ce qui nous plaît tant dans sa photographie. Mais c'est un chemin singulier parce que Depardon, il est photographe de presse au début. Depardon, il va au Liban, il va au Sahara, il va sur des conflits. Il aime pas ça, d'ailleurs, il le dit. C'est donc dire que la photo de presse donne l'occasion à des êtres de grand talent de s'exprimer de façon exceptionnelle. Il faut défendre cette photo-là. Raymond Depardon, il est photographe tout court, tout seul, parce qu'il naît dans la photographie. D'une certaine manière, il naît et la photographie, la naissance de la photographie, sa propre naissance sont presque singulièrement concomitante, et puisqu'il fait ses premières images, il a 15-16 ans, il est dans la ferme de ses parents, il a une curiosité pour la photographie, un désir pour la photographie et un désir de regarder avec l'appareil photo. Et après, c'est vrai qu'il quitte la ferme, et puis comment faire de la photo, comment faire un métier, en faire son métier, il consacrait sa vie, etc. Il a 16 ans, il est dans une ferme, on est à la fin des années 50, il n'en a pas la moindre idée, sauf que voilà, la presse existe. Et puis, donc, il monte à Paris, il travaille dans des agences. Et là, il découvre en même temps le métier de la photographie, le métier de journaliste-reporter, l'appareil photo, la photo, les voyages, le monde, le désert, etc. Et tout ça est lié, et tout ça est absolument lié. Après, c'est vrai qu'il est envoyé par des agences pour des reportages. Il est photographe, reporter. Et ensuite, c'est un métier, c'est une pratique de l'image qui va questionner dans les années suivantes, dès la fin des années 60. Avec une exigence extraordinaire quand même, et qui le conduit aussi au cinéma avec un sens du cadre. Moi, ce qui me donne envie de défendre les photographes, c'est cette capacité extraordinaire qu'ils ont, et ce que montre très très bien aussi l'exposition America Latina, cette capacité inouïe qu'ils ont à regarder, là où nous sommes dans une société qui ne regarde plus beaucoup. Tout à fait. Je pense que c'est justement le pourquoi du succès de la photographie et de ces grandes expositions, c'est que ce mouvement arrêté, subitement, vient à l'encontre de tout ce qui est mouvant, mobile, qui est là pour vous gêner dans votre activité au quotidien. On voit bien que quand la presse se tourne vers les tablettes, de lire un article sur une tablette, c'est quasiment impossible. Vous êtes agressé en permanence par des tas de spots publicitaires qui, en fait, vous empêchent de vous concentrer sur l'article, enfin, sur la portion de l'article qu'on vous donne à lire. Et je pense que cette photographie, justement, elle est là pour, à un moment donné, se reposer et, au contraire, rentrer dans la photographie. Moi, j'ai vu ces paysages photographiés par Salgado en noir et blanc. C'est vrai qu'on n'a pas la couleur, mais on est dans le paysage, on est dedans, on a l'impression d'être au milieu des
des personnages qu'il a été photographié, et avec toutes les difficultés rencontrées pour accéder à ces populations, en tout cas à ces lieux. Et je trouve que c'est là où effectivement la photographie est complètement magique, et c'est une notion que les éditeurs de presse ont complètement oublié. C'est-à-dire que la photo, c'est magique, et c'est vraiment l'élément qui fait que le lecteur, il change de monde, il change d'univers, il rentre dans le sujet. Mais c'est un récit surtout. L'América Latina, ce ne sont pas que des photos, c'est un récit, c'est du sens, qui nous permet de comprendre ce qu'a été et ce qu'est aujourd'hui l'Amérique latine. Oui, América Latina, c'est un récit, mais juste pour rebondir une demi-seconde sur ce qui vient d'être dit, dans le titre de l'exposition de Raymond Depardon au Grand Palais, il y a le mot moment. Et le moment, il n'est pas indifférent. Là, il y a vraiment, pour le coup, une pause par rapport justement au flux des images. Et je pense que c'est un moment c'est un mot extrêmement fort. Et América Latina, c'est d'une telle richesse et ça couvre une telle période avec des pratiques extrêmement diverses. Mais cette question dans l'exposition, la question de la crédibilité de l'image, c'est ça qui est vraiment extrêmement bien, je pense, énoncé par l'exposition, et de sa force et de sa nécessité. Bien sûr. Et j'allais dire aussi de sa matière, dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est la matière qui est presque palpable et qui fait que quand Raymond fait une photo en Bolivie, ben voilà, cet homme qui est adossé, on a l'impression de pouvoir lui parler, de pouvoir l'observer nous-mêmes. Et c'est le côté complètement magique de la photographie, c'est justement de changer d'univers à son rythme. Eh ben merci Mario Fourmy. Poursuivez le combat et saluez pour nous les photographes de presse. Merci et puis, Stéphane. Peut-être qu'un jour on y reviendra encore plus longuement sur cette question-là. En tout cas, la voie est libre ici. Oui, la voie est libre. Ouais. Et puis alors ne manquez pas vraiment les deux expos, là, América Latina à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, c'est vraiment passionnant et magnifique. Et puis bien entendu un moment si doux, Raymond Depardon au Grand Palais.